Salut à tous, c'est Psylon. Aujourd'hui, nouvel instant critique. On parle de Sword Art Online. Avant de commencer, je précise si vous ne connaissez pas la chaîne qu'il y a une partie sans spoil, puis avec spoil. Donc, Sword Art Online est à la base un light novel écrit par Eki Kawahara, publié depuis 2009. Aujourd'hui, on parlera seulement des événements correspondant aux 2 premières saisons de l'anime, les 4 premiers tomes du light novel. Donc, Sword Art Online raconte l'histoire de Kazuto Kirigaya, un jeune garçon discret vivant dans un futur proche, genre 2022 à peu près. Kazuto est un excellent joueur de jeux vidéo, surtout de MMORPG. Sa vie change quand sort un nouveau jeu qu'il avait testé en bêta. Ce MMO appelé Sword Art Online a la particularité de fonctionner avec un casque de VR appelé le Nerf Gear qui ferait passer notre HTC Vive pour un gadget en plastique. C'est ainsi que Kazuto Kirigaya entre sous le pseudonyme de Kirito dans ce monde virtuel. Mais comme d'habitude dans ce genre d'anime, il y a une couille. Comme on peut se l'imaginer, le créateur du jeu débarque vite pour annoncer que si l'on meurt dans le jeu, on meurt dans la vraie vie. Pareil, si quelqu'un tente de nous enlever le casque de force, on meurt aussi. Le seul moyen de sortir du jeu, c'est de le finir. C'est ainsi que Kirito va embarquer dans la conquête des 100 paliers. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, je suis plutôt mitigé. L'anime possède des arcs d'une qualité variable, parfois très bons, parfois très mauvais. Cette irrégularité est certes moins présente dans les livres, mais présente quand même. On va commencer par les qualités. Déjà, l'univers dans lequel se déroule l'histoire est sublime. C'est plus une qualité de l'anime, mais regardez ces plans, ces cascades, c'est vraiment beau. Ça fait d'ailleurs un contraste avec le fond de l'anime entre la beauté du lieu et sa dangerosité, puisque la moindre bestiole peut tuer si on s'y prend mal. D'ailleurs, pour continuer sur les points forts de l'anime, on peut parler de l'animation qui est très bonne. La mise en scène des combats est très fluide, très rythmée. On sent bien à la fois l'impact et la rapidité des coups. Ils savent se servir des objets typiques du jeu vidéo pour améliorer cette mise en scène. Par exemple, la barre de vie du héros qui descend d'un coup pour montrer qu'un ennemi est puissant. Il y a aussi un gros travail sur les expressions du visage, la colère, la tristesse, la joie, choses améliorées par des doubleurs talentueux. En version originale parce qu'en VF c'est pas mauvais mais c'est loin d'être excellent. La bande originale est très bonne, elle rend les scènes très immersives et putain d'épiques. Le personnage de Kirito est bien écrit. Il incarne parfaitement le héros badass, le sauveur qui apparaît toujours pile au moment où il faut. C'est d'ailleurs un thème propre au monde des MMORPG où il arrive souvent que de gens timides exploitent leur grand potentiel dans un jeu parce qu'ils n'ont pas peur d'être jugés par les autres. De plus, on suit une certaine évolution de la pensée du personnage. Même si c'est surtout développé dans les tomes, il y a toute une période où Kirito ne sait pas comment se positionner entre le fait qu'il soit dans un jeu, mais qu'une seule erreur peut conduire à sa mort dans la réalité. C'est un personnage qui, même s'il est très fort, n'est pas infaillible. Il lui arrive de se faire piéger. On voit aussi la légende autour de Kirito, l'épéiste noir, se crée au fil des épisodes, ce qui rend le personnage très charismatique et indissociable du monde qui l'entoure. Ça fait un lien avec l'un des thèmes principaux de SAO, qui joue souvent sur notre définition de la réalité. Quel est le monde réel entre celui où ils sont allongés dans un lit d'hôpital ou celui où ils ont leur métier, leurs amis et leur but? Ce thème sera traité dans presque tous les arcs, et c'est cool parce que ça donne l'impression que l'auteur sait où il va et ne se perd pas dans son histoire. Mais Sword Art Online est une œuvre qui a beaucoup de défauts. Déjà pour commencer, le fanservice harem c'est chiant, voir une conversation à travers les fesses d'un personnage, perso ça me sort du truc. Mais enfin bon, c'est un détail, c'est plus du chipotage, mais quand même. Mais le principal problème de SAO est dans le manque de développement. Le premier arc se termine en à peine plus de 15 épisodes. Ça aurait pu tenir dans une saison entière, voire 2, et c'est pareil pour le livre. Il y a énormément de choses intéressantes qui ne sont pas traitées. Par exemple, il y a des joueurs assassins qui vont tuer volontairement d'autres joueurs en sachant qu'ils vont réellement mourir. Ça peut être vachement intéressant de suivre un de ces joueurs, pour voir ses motivations, le contraste qu'il peut faire avec le héros, en plus d'instaurer une ambiance vraiment cool. Ces joueurs sont à peine mentionnés et très peu développés, et c'est vachement frustrant. De même, aucun personnage secondaire n'est développé, à part vite fait Asuna, sauf dans le dernier arc, mais j'en parlerai dans la partie spoil. Il y a des tas de personnages qui pourraient être très intéressants, jamais on ne sait pourquoi ils sont mis au jeu, quel est leur ressenti sur ce qu'ils vivent, du coup on se retrouve un peu devant une coquille vide, avec un monde vachement cool, mais rien qui ne le fasse vivre. Ces personnages n'existent qu'avec la relation qu'ils entretiennent avec le héros. Malgré tout, l'arc est bon et plaisant à regarder ou lire. Là où ça coince, c'est le deuxième arc. Pour en parler, je vais rentrer dans la partie spoil, donc utilise le timecode dans la description si tu veux découvrir Sword Art Online. Bon, ce deuxième arc. Eh bien, même si je ne le déteste pas comme une grande partie des critiques manga, je le trouve nettement moins bon que le premier. Donc, Kirito libère les survivants de Linecrad avec l'aide d'Asuna. Sauf qu'elle est restée coincée dans un autre jeu VR qui a commencé à la fin d'SAO. L'idée de laisser Asuna coincée était une bonne chose, puisque ça donne une bonne raison à Kirito de retourner dans un jeu VR MMO. Il y a quand même pas mal de bonnes idées dans cet arc. Déjà on voit un peu comment les survivants de SAO vivent maintenant qu'ils sont retournés dans le monde réel, mais encore une fois c'est à peine survolé. Ensuite, avant de partir en couille, l'histoire de la cousine de Kirito était intéressante. On voit une famille qui essaie de se reconstruire après avoir vécu une tragédie. On voit notamment Kirito essayer de se rapprocher avec de sa cousine alors qu'il était très distant. Il se rend compte du temps qu'il a perdu pendant ces 2 ans dans SAO. Mais après ça part en couille totale. Genre on apprend qu'en fait sa cousine est amoureuse de lui. Ça décrédibilise complètement le personnage et tous les thèmes abordés dans leur relation. En fait, si elle est perdue, c'est pas parce qu'elle se retrouve avec son frère qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, frère qui a changé ou cousin, je sais pas, c'est chelou. Frère qui a changé suite au traumatisme qu'il a vécu, c'est juste parce qu'elle est ch'ti. Mais va déguster tes ancêtres, putain! Autre chose, lorsque Kirito va dans Hello, il a rien perdu du tout en fait, il est toujours aussi pété. Le mec débarque, il a jamais joué au jeu, c'est un novice, il est niveau 1 et pourtant il bute une armée à lui tout seul. Du coup on perd de l'attache au personnage puisqu'on ne le voit jamais en danger quoi qu'il arrive, on sait qu'il va gagner le combat. En plus ça rend l'intrigue vraiment chiante à suivre.
Par contre j'avoue que la fin est satisfaisante. Déjà l'antagoniste est cool et marque un gros contraste avec la personnalité d'Akiko Kayaba, le créateur de SAO qui avait un peu l'esprit chevaleresque avec un code de l'honneur et des réflexions sages, antagoniste très cool aussi. Là on a un mec frustré. Il se force à se plier aux autres dans la réalité et laisse exprimer sa frustration de n'être qu'un pion une fois dans le jeu. Ici aucun moyen de s'attacher à lui, on le hait. Je trouve ça intéressant de nous impliquer dans une histoire au point qu'on en soit réduit à haïr un personnage. Le livre traite un peu mieux cet arc, l'histoire est moins rushée et on découvre bien le monde d'Aelo qui semble encore plus immense que dans l'anime. Surtout que le voyage de Kirito et sa sœur sont allongés et donc développe beaucoup mieux la relation entre les deux personnages. Et c'est sur cet arc que finit la saison 1, donc je vais parler de la saison 2, donc spoil encore plus, donc utilise le timecode. La saison 2 de SAO commence par l'arc Phantom Bullet. Je le considère comme le meilleur arc de SAO, voilà. En gros, pour ceux qui regardent la partie spoil sans avoir vu l'anime, Kirito est engagé par le gouvernement pour enquêter sur un type qui a, semble-t-il, trouvé un moyen de tuer les gens dans le monde réel depuis un jeu VR. Ce jeu c'est Gun Gale Online, un jeu de tir. Étant considéré comme le meilleur joueur de SAO, Kirito est envoyé au combat au péril de sa vie alors que c'est un adolescent. Baisse gouvernement au passage. Bref, il va rencontrer Shinan avec qui il va s'allier pour le démasquer. Mais pourquoi c'est selon moi le meilleur arc? Je pourrais commencer par parler du développement des personnages. Au lieu de nous en mettre 72 complètement inutiles, l'histoire se concentre sur deux personnages. Kirito et Shinon, qui sont à la fois complémentaires et à la fois opposés. Shinon est une jeune fille qui dans la réalité a tué un criminel pour sauver sa mère alors qu'elle n'était qu'une enfant. Depuis, elle est hantée par ces événements et voue une peur et un dégoût profond envers les armes à feu. Une fois dans GGO, elle devient une experte en flingue. De même, elle change complètement de comportement. Dans la réalité, elle est timide et réservée. Son passé la poursuit et elle se fait harceler par la bande de connasses du lycée. Lorsqu'elle est dans le jeu, elle devient un personnage froid et badass respecté par tout le monde. Ainsi, elle extériorise sa frustration du monde réel dans le monde virtuel. Comme souvent dans SAO, elle représente un joueur type du monde des MMO et du jeu vidéo en général. De l'autre côté, on a un Kirito qui tente de vivre comme les autres ados de son âge. Il s'inscrit le plus possible dans la réalité avec sa copine. Contrairement à Shinon, il tente d'oublier le monde virtuel dans le monde réel. Cependant, un élément vient perturber le calme des deux personnages. Il s'agit de Death Gun. Death Gun est un très bon méchant, car outre le fait qu'il pète la classe, il apporte un nouveau type d'antagoniste dans SAO. Dans cet arc, Death Gun est presque une allégorie des démons de chacun des deux héros. En effet, il est un ancien membre de la guilde des Laughing Coffin, une guilde d'assassins à l'époque de SAO. Kirito a participé au démantèlement de cette guilde. Il a alors été contraint de tuer 3 personnes sachant qu'elles mourraient vraiment. Ce souvenir le hante. Ainsi, la présence de Death Gun lui rappelle le traumatisme qu'il a vécu et le sang qu'il a sur les mains. Ça permet de faire le lien avec ce que j'ai dit plus tôt. Kirito est l'épée noire. Il ne pourra jamais se délier de cette image. Toute sa vie, il assumera les conséquences de ses actes dans SAO. De même, Death Gun sert du même flingue qu'avait utilisé le type que Shinon avait descendu pour tuer les joueurs. Ce qui la met dans à peu près la même état de dépression avancée que Kirito. Elle doit assumer ses actes du monde réel dans le monde virtuel. Ils sont donc complémentaires et opposés comme je le disais plus tôt. Pour ajouter au personnage de Death Gun, il instaure une tension constante énorme. Il peut frapper de n'importe où, n'importe quand et depuis n'importe quel endroit. Et la manière dont il tue ses victimes, bien qu'elles puissent sembler tirées par les cheveux, est plutôt bien expliquée. Lorsqu'à la fin les deux personnages finissent par battre Death Gun, ils prennent le dessus sur leurs démons et tirent leçon de cet événement pour affronter la réalité. Ainsi on a un message du style on trouve la force d'affronter nos problèmes grâce à nos amis. Oui encore. Et puis en vrai si vous aimez pas ce genre de message, pourquoi continuer à regarder des animés de ce style? Donc là je me dis ils ont une faiblesse avec l'arc Fairy Dance et ils sont repartis en beauté pour nous faire un truc vraiment énorme. Et là il y a l'arc Excalibur. Et comment dire, c'est le pire arc d'SAO. L'histoire et les enjeux avoisinent le zéro. Bordel, pourquoi vous vous sentez obligé de faire nimp après un bon arc? Genre, ah les gens apprécient mon animé, je vais faire un truc qui va tout niquer parce que j'aime me faire cracher dessus. L'histoire tient en une phrase. En gros, Kirito et ses potes vont faire une quête pour récupérer l'épée la plus pétée. Et s'ils perdent, une map qu'on connaît pas va disparaître. Voilà. Le plus gros problème de cet arc, c'est qu'à aucun moment, on en a quelque chose à foutre de l'histoire qui se déroule. La faute à une absence de tension. En effet, c'est pas parce que l'histoire se déroule dans un jeu vidéo dans SAO qu'il n'y a aucun danger. À chaque fois, les héros risquent énormément dans chaque arc. Dans le 1, bon bah s'il perd, il meurt, j'ai pas besoin de développer. Dans le 2, si Kirito échoue, il perd Asuna, sans parler qu'il finit par se battre IRL contre un mec armé d'un couteau. Pareil dans Phantom Bullet. En plus de potentiellement risquer la mort si une balle de Death Gun les touche, Shinon et Kirito finissent par se battre dans la réalité contre un mec qui possède une seringue capable d'arrêter le cœur. Et là, une map dont on en a rien à foutre va disparaître. Un grand écart pareil, ça fait mal au cul. En plus, c'est pas comme si c'était une map datant de SAO qui détiendrait un quelconque souvenir. Non, c'est juste une map OSEF. Y a aucun développement de personnage, y a quelques scènes drôles, mais bon. Et les clins d'œil à la mythologie nordique, Jotunheim, Yggdrasil sont sympas, mais c'est tout. Même les combats, ils sont pas mauvais, mais ils ont rien d'exceptionnel. Et puis le rythme est lent. Sérieux, qu'est-ce qu'on se fait chier? Enfin bref, heureusement que cet arc ne dure que quelques épisodes, sinon tout le monde aurait arrêté avant l'arc suivant. Et ça aurait été dommage. Parce que l'arc suivant, Mother Rosario, est intéressant. Bon, les deux premiers épisodes sont un peu osef, on suit juste Asuna qui raconte à ses potes comment elle et Kirito ont récupéré leur maison de l'époque de SAO dans le nouvel Aincrad. Mais encore là, ça passe, puisque nous, spectateurs ou lecteurs, avons aussi des souvenirs de cette maison. C'est pas un endroit qu'on ne connaît pas et dont on en a rien à foutre. Bref, viennent les rumeurs de l'épéiste le plus fort d'Aelo, un épéiste qui a même mis sa race à Kirito. Asuna décide de l'affronter par curiosité et on découvre Yuki, une jeune fille qui décide d'enrôler Asuna dans sa guilde, les Sleeping Knights, afin de les aider à battre un boss de palier pour avoir leur nom marqué sur un mur.
Cet arc est très différent des autres. Kirito passe au second plan pour laisser Asuna, le temps d'un arc, je suppose, devenir le personnage principal. C'est une très bonne idée car le personnage est intéressant, mais peu développé. On découvre une jeune fille très peu sûre d'elle qui pense avoir perdu sa force d'antan. Caractéristique qui est développée dans l'intrigue secondaire, qui se déroule dans la vraie vie, dans la famille d'Asuna. Fille de bonne famille, ses parents, surtout sa mère, veulent dicter sa vie, ses études, sa carrière. On comprend donc pourquoi Asuna s'est mise au MMO. Mais revenons à l'intrigue principale où l'on suit les Sleeping Knights, guilde qui paraît quand même très mystérieuse. Déjà, je vais faire une parenthèse sur le personnage de Kirito dans cet arc. Bien qu'il ne soit pas le personnage principal, il n'en demeure pas moins intéressant. En effet, il incarne parfaitement le sauveur qui arrive au bon moment pour aider ses potes. Lorsque l'intrigue n'avance pas, c'est un peu lui qui la débloque avec son expérience, même si parfois ça fait un peu Deus Ex Machina. Mais ça passe. En fait, on a un peu l'impression de voir ce que représente Kirito aux yeux des autres personnages, et ça c'est cool. Mais parlons de la grosse révélation de cet arc. Yuki et sa guilde sont en fait des malades en phase terminale, qui testent un projet de l'État ayant pour but d'atténuer la douleur des traitements via une plongée constante en réalité virtuelle. Ouais, la claque on s'y attend pas. C'est assez rare de trouver ce genre de thématique dans des animés destinés à un public aussi jeune, et c'est une bonne chose. Dans la plupart des arcs, les héros se battent pour ne pas mourir, mais là la mort est inévitable, et se battre n'y change rien. Ici, Yuki et sa bande qui comme d'hab n'est quasi pas développée, ne luttent pas pour ne pas mourir, mais pour laisser un impact auprès des gens et du monde qui les entoure. L'animé ne force pas trop pour nous faire pitié. C'est fait relativement sobrement. Le personnage de Yuki est excellent, une jeune fille qui décide de sourire malgré sa vie de merde pour tirer son entourage vers le haut. En s'inspirant d'elle, Asuna va ainsi trouver la force d'affronter sa mère. Les adieux de Yuki sont géniaux et plutôt émouvants. Je pense notamment à la scène où des centaines de joueurs de factions différentes viennent lui rendre hommage, ce qui n'est pas sans rappeler les cérémonies qui se déroulent parfois dans la MMO pour rendre hommage aux grands joueurs décédés. Là où la mort des chats noirs du clair de lune de l'arc 1 était un échec, parce qu'on n'avait pas le temps de s'attacher au personnage, les Sleeping Knights, même s'ils ne sont pas tous développés, sont attachants, donc on s'intéresse à leur sort. La mort de Yuki est d'ailleurs un point de départ pour les personnages. Les Sleeping Knights trouvent en elle la force de se battre contre la maladie, Asuna retrouve sa puissance de caractère d'autrefois, Kirito un point d'ancrage pour son avenir. C'est comme si Yuki continuait à vivre dans les actions de son entourage, et ça c'est beau. Ouais. Au final, que penser de SAO? Cette licence à qualité variable. On voit de quoi est capable l'auteur et les studios d'animation dans certains pics. Mais à part cela, d'énormes défauts parfois s'apparentant à de la fainéantise persistent. Après tout, on s'en fout. Les gens continueront à regarder, acheter les tomes, les figurines, et ça c'est le problème. Le pouvoir marketing de SAO est très puissant, et j'ai parfois plus eu l'impression de voir un produit que de l'art. Cependant, les messages sont toujours bons, et l'œuvre possède un gros potentiel. Si les animés destinés aux préados du genre vous insupportent, passez votre chemin. Les défauts de l'œuvre vous empêcheront de voir ses qualités et vous allez vous faire chier. Mais si vous êtes rêveur, faites le détour, car c'est bien là le plus gros point fort de SAO, et sûrement la raison de son succès. Sword Art Online fait rêver, de par ses paysages, son histoire et ses personnages. Ainsi je vous le conseillerais malgré tout. C'était Epsilon, on se retrouve bientôt. A plus, allez à la prochaine.